Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui on se penche sur l'analyse du jeu Aces and Adventures. Petit disclaimer, récemment je me suis cassé le poignet, fait que je vais surtout tester des jeux qui me permettent d'y jouer à une main. C'est comme il me semble Alex, ça fait une couple de mois qu'il n'a pas testé d'FPS ou de jeux un peu plus stratégiques qui nécessitent l'utilisation du keyboard. C'est normal, je déplace ma souris de la main gauche et je ne peux plus utiliser mon keyboard. Donc, je vais surtout avoir des jeux quand même assez simples à jouer, mais simple à jouer ne veut pas nécessairement dire mauvais. Entre autres, Ace Adventure, c'est un roguelike deck building game, vraiment très satisfaisant. Habituellement, je donne ma note à la fin, mais pour ceux qui n'auraient pas envie d'attendre à la fin, c'est un bon 8.5 sur 10 pour sa catégorie de jeu. Il mélange beaucoup de choses que j'aime, entre autres différentes classes de personnages qui amènent différents gameplays, donc énormément de rejouabilité. Les parties, peu importe le mode que vous prenez, va durer entre 45 minutes et 3h30, donc quand même assez court. Possibilité de jouer plusieurs games par jour, surtout si vous prenez le mode avec les plus petites games. Et aussi, contrairement à beaucoup de jeux où la majorité du jeu est basée sur une nouvelle mécanique, entre autres, c'est ça l'idée quand on crée un nouveau jeu, celle-ci a rajouté des mécaniques au poker. En fait, vous vous retrouvez à jouer des games de poker constants, round après round, mais dans lesquels à chaque fois que vous avez des plus fortes mains, vous allez faire donc plus de dégâts ou être capable d'activer plus de vos habilités de votre classe. Et on va donc se pencher sur certaines images, puis vous allez pouvoir vous faire votre idée si ce jeu-là est pour vous ou non. Donc, bonne écoute! Je vais commencer à vous expliquer l'aspect roguelike. Lorsque vous terminez, peu importe le mode de scénario que vous avez décidé de faire, vous allez gagner de l'expérience. Cette expérience-là vous permet d'aller faire augmenter votre héros et vous allez aussi pogner des seeds où les seeds vont vous donner 5 nouvelles cartes utilisables pour des héros. Au début, vous allez surtout, dans les campagnes, débloquer celui du personnage qui vous force à utiliser pour les 5 premiers. Mais une fois que vous avez débloqué les 5 personnages, vous êtes très libre et donc les récompenses de cartes vont être très mélangées d'un à l'autre. Ici, je voulais vous montrer que certaines cartes ont une rareté plus grande ou sont plus efficaces que certaines autres versions de la même carte. Entre autres, ici, la Whetstone est plus 1. Vous pouvez avoir même une carte plus 2, etc. Ça va venir changer l'habilité souvent pour le meilleur. Donc, quand vous arrivez dans le menu, évidemment, ça, c'est du menu de Early Gameplay. Là, comme d'habitude, quand je tourne mes vidéos, je tourne seulement 1 heure du vidéo. Mais ce jeu-là, je suis déjà rendu à plus de 30 heures jouées. C'est vraiment un jeu que j'apprécie. Il fait une bonne rotation entre d'autres jeux. C'est rare que je joue à ça toute la journée. Mais si je joue à un jeu, je suis tanné d'y jouer. Souvent, c'est un bon refresher. C'est comme mon équivalent du gingembre quand tu vas manger des sushis. Là. En haut, c'est les campagnes. Vous pouvez choisir, il va en avoir beaucoup à la fin, plus d'une dizaine. Et en dessous, il y a les modes. Entre autres, il y a Spring, Summer et après, vous continuez les saisons jusqu'en hiver. Ce que ça fait, dans le fond, c'est que chaque saison vient augmenter le niveau de difficulté de toutes les campagnes. En fait, les monstres sont plus forts, mais vous allez aussi avoir des meilleures récompenses et plus de puzzles à faire, donc encore plus de rejouabilité. Par la suite, le mode à côté s'appelle l'Invernal Spiral. C'est un mode vraiment roguelike classique. Entre autres, vous allez voir une map, vous allez pouvoir faire des choix de déplacement sur la map, vous allez savoir d'avance c'est quoi les encounters que vous allez croiser, contrairement au mode campagne qui est un peu plus narratif, mais vraiment plus court. L'Invernal Spiral, elle, est plus longue à jouer, souvent plus autour de 2h30, 3h, mais est vraiment plus dans l'expérience classique d'un roguelike. Après ça, vous allez débloquer un autre mode aussi, qui est une autre similairement avec des saisons, mais qui se passe aussi dans un mode de roguelike. Puis par la suite, vous allez débloquer les Daily Challenge, où vous en avez 3 différents à chaque jour. Donc pour vrai, il manque juste jamais de choses à faire dans ce jeu-là. En fait, même avec les level up que je vous ai montré tantôt, vous pouvez monter vos personnages jusqu'au niveau 30. Puis une fois que c'est fait, vous pouvez les repasser niveau 1, puis tu remontes encore comme en New Game Plus ton personnage. Bref, infini temps que vous pouvez mettre dans le jeu. C'est bien pour un roguelike. J'ai pas envie d'avoir la fin. Je joue à ce jeu-là pour me divertir, comme si je voulais jouer au poker ou je voulais jouer au blackjack ou whatever. Une fois que vous rentrez dans un mode, vous pouvez choisir votre héros. Le premier que je cache, c'est un guerrier. Le deuxième, c'est la rogue. Le troisième, c'est le mage. Le quatrième, c'est une huntress. Et le cinquième, c'est une enchantress. Les différences sont, le guerrier a beaucoup de cartes qui vont venir augmenter son armure, donc réduire les dégâts que vous allez recevoir des ennemis, tout simplement. Par la suite, la rogue est bonne sur les combos. Par la suite, vous avez le mage. Le mage, lui, va essayer d'utiliser des combos pour casser des spells qui vont faire vraiment beaucoup de dégâts. À place de faire, mettons, d'avoir un Tree of a Kind, vous allez essayer d'utiliser 3 cartes différentes pour lancer une Fireball puis faire plein de dégâts.
La Huntress, qui est mon personnage préféré dans les 5, tout simplement parce qu'elle ne rely pas sur la luck des cartes que t'as, elle rely sur la soupe des cartes que t'as, fait que si tu builds bien ton deck, t'es capable de pratiquement utiliser des skills constamment, puis elle a un repeater ability qui te permet à chaque fois que tu fais du dégât de continuer à attaquer. J'aime un peu ce feeling-là de comme, je peux clear le board sans manger un attaque si je planifie bien mes affaires, c'est un autre type de puzzle qui me plaît plus. Et la dernière, l'enchantress, elle vient enchanter vos cartes, donc elle va être bonne pour moduler vos cartes. Donc, soit lui donner des bonus de +1 à +10, changer la soute, la transformer en n'importe quoi pour être capable d'augmenter les combos que vous allez faire, entre autres, dans votre main. Tu sais, des fois, vous êtes tout le temps, si vous avez déjà joué au poker, vous êtes à une carte de réussir, je sais pas, moi, une flush royale ou quelque chose de même, ben là, elle peut jouer son habileté et voilà, vous l'avez dans les mains. Maintenant que je vous ai parlé de presque toutes les mécaniques en dehors de la partie elle-même, voici la partie elle-même. Quand vous avancez dans le jeu, vous allez avoir des cartes qui vont venir vous expliquer la mécanique de l'histoire. En fait, les petites histoires sont très simples. Ça va vous faire suivre des chemins. Souvent, ça va vous demander de choisir entre le chemin A ou le chemin B. Dans ce cas-là, vous allez avoir 2 cartes devant vous. Et quand vous arrivez dans un combat, ça ressemble à ceci. Donc, vous allez avoir votre personnage et les ennemis. Vous avez aussi votre habilité ici et tous les équipements que vous auriez ramassés se mettraient ici. De temps en temps, vous allez piger des habilités. Évidemment, quand vous allez commencer les premières campagnes, vous n'avez pas énormément d'habilités. Ça va changer plus avec le temps. Dans le fond, plus vous allez en avoir, vous allez souvent avoir des cartes qui vous permettent d'en piger plus. Vous allez les retrouver avec à peu près 4-5 habilités en permanence dans votre main. L'habilité que j'ai pigée s'appelle le Thief Tool. Très simple, ça permet d'augmenter ou de descendre de 1 une carte dans ma main. En ce moment, j'ai 2, 6, 7, 10 As. Entre autres, j'aurais pu changer mon 6 pour en faire un 7 pour avoir une paire de 7. Quand vous attaquez avec seulement une carte, mettons, j'attaquerai avec mon As, n'importe quel des monstres, ben, une carte tout seul fait 1 dégât. Si j'attaque avec une paire, je fais 2 dégâts. Si vous attaquez avec 3 cartes, vous en faites 3 et ainsi de suite. Donc, une Full House fait 5 dégâts, une suite fait 5 de dégâts. Il y a quelques changements au poker normal. Il y a des mains qui s'équivaut plus que d'autres. Et si vous jouez une paire contre quelqu'un, il peut juste défendre avec une paire. Donc, s'il n'y a pas de paire, lui, dans sa main, ben, il est fuck. Il se mange les dégâts automatiquement, mais c'est la même chose pour vous. Si vous faites attaquer par quelqu'un qui a une paire, ben, vous devez la bloquer avec une paire. Même chose si vous attaquez avec un Tree of a Kind, vous devez la bloquer avec 3 cartes. Si c'est une Full House, vous devez la défendre avec 5 cartes. Par contre, ici, vous voyez les stats sur l'ennemi, le 3, le 2 et le 3. Le 3 à côté de l'épée, c'est le nombre de cartes qu'il va piger pour vous attaquer. Donc, le maximum qu'il peut avoir, c'est un Tree of a Kind. Il faut qu'il soit vraiment loqueux sur 3 cartes de piger 3 cartes pareilles. Donc, il y a peu beaucoup de chances que ça l'arrive. Même chose pour le shield, c'est le nombre de cartes qu'il va piger en défense lorsque vous l'attaquez. Donc, si vous avez des choses pour réduire ce chiffre-là jusqu'à 1, mettons, bien, si le monstre a juste 1 de défense, vous l'attaquez avec une paire, votre paire va automatiquement faire les dégâts. C'est impossible pour lui de s'en défendre. Les monstres, comme la majorité de ces jeux-là, vont avoir des habilités. Entre autres, celle-là, c'est Surprise, c'est juste qu'il skip le premier tour. C'est une habilité qui est avantageux pour moi, mais c'est un des premiers chapitres. Plus ça va avancer, plus les skills qu'ils vont avoir vont être difficiles pour vous à gérer, et donc le fun. Donc ici, vous voyez, j'attaque avec un Jack, il a pigé un 10, évidemment, je gagne la main, donc je fais les dégâts. Si toutefois, j'avais pigé plus bas que son 10, mettons, j'aurais attaqué avec un 6, mais que j'avais pas activé ici le Safe Attack de mon habilité spéciale, j'aurais reçu un dégât de Retaliate pour avoir fail mon attaque. Toutefois, si le monstre essaie de m'attaquer, mais lui avait pigé plus bas, donc lui il avait pigé un 10 puis j'aurais défendu avec un valet, mais lui il se mange son attaque. Donc vous pouvez aussi faire un build où vous essayez de faire beaucoup plus mal aux ennemis en vous défendant qu'en attaquant. Les deux sont valides. Ici, on peut voir que j'attaque avec une paire. Donc, attaquer avec une paire fait 2 dégâts. Il défend seulement avec 1 à cause de mes habilités. Ici, moi, j'ai 2 dans ma blade, donc je réduis de 2 le shield. Ça faisait passer à 1. C'était sûr que j'allais faire 2 de dégâts. Même, il a pigé une queen qui est plus haut que mes 6, mais une seule queen ne bat pas une paire de 6. Et donc, je fais 2 dégâts pour l'éliminer. J'aurais aussi pu utiliser Slay Offend, qui est une carte d'habilité dans ma main en ce moment qui aurait enlevé une carte dans sa défense. Tu peux faire tomber quelqu'un à 0 carte et donc gagner automatiquement. Ce qui est vraiment efficace quand tu as plusieurs attaques. Tu peux attaquer avec mon 5, mettons, en 1 contre 1, mais j'enlève sa carte. Je sais que ma plus faible carte va passer par elle. Lors de vos aventures, vous allez être mené à level up. Lorsque vous montez de niveau, vous allez toujours pouvoir choisir entre 3 cartes. Au début, ils sont bloqués, puis ça vous dit à quel niveau vous débloquez ce trait-là. Donc, je débloque mon deuxième choix au niveau 3 et le troisième au niveau 15. Ici, c'est mon trait niveau 1. Vous pouvez monter au niveau 3 seulement dans chacune des campagnes ou dans chacune des maps que vous faites. Donc, vous avez 9 habilités différentes pour chaque héros, ce qui va venir complètement changer le build parce que vous allez monter votre deck
selon comment vous aimez choisir les habiletés. S'il y a une habileté que vous aimez vraiment en prendre plus que l'autre, il y a de fortes chances que vous utilisez des habiletés qui complémentent ceux-ci. Donc, entre autres, ici, ça dit « Your black card deal one attack damage ». Il y a de bonnes chances que tu veux l'attaquer avec les cartes noires qui restent dans ta main, donc tu vas prendre des habiletés qui sacrifient les cartes rouges, etc. Quand vous faites une campagne ou que vous avancez dans le roguelike, vous gardez toujours la dernière main que vous aviez lors de votre dernière attaque. Donc, vous pouvez stacker des habiletés. Si vous savez qu'il y a certaines habiletés que vous voulez utiliser en combo, vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Ils vont pas retourner eux-mêmes dans votre main. Ils vont toujours rester là tant que vous les discardez pas ou vous les utilisez pas. Ici, je vais vous montrer comment le wording fonctionne. Entre autres, ici, ça dit que mes black cards font plus 1 attaque damage, ce qui veut dire qu'une paire, habituellement, fait 2 dégâts, mais chacune des cartes de ma paire, c'est des cartes noires, donc plus 1 par carte que j'utilise. Donc, au lieu de faire 2 dégâts avec ma paire, je fais 4 de dégâts avec ma paire. Donc, les level up sont très importants à prendre. Souvent, dans les campagnes, lorsque vous allez arriver à des choix, ils vont vous dire, est-ce que vous voulez level up ou vous healer au complet. Donc, c'est vraiment important de pas trop manger de dégâts dans vos fights pour pouvoir justement level up et pas être obligé de vous restore parce que comme votre main reste, vos points de vie restent. Si à la fin du combat, vous reste juste 1 HP, ben, le prochain combat, vous le commencez à 1 HP. Dans les dernières choses que je voulais vous montrer, c'est les cartes d'habileté vont toujours vous dire quel type de carte vous devez sacrifier pour les activer. Si c'est juste des carrés de couleur, ça veut dire n'importe quelle carte rouge et n'importe quelle carte de couleur noire fonctionne, vous pouvez l'utiliser. Ici, on voit un peu caché par le loading, malheureusement, mais que le trèfle de Smoke Bomb, ça veut dire que je suis obligé d'utiliser une carte de trèfle. Si toutefois, Slay Offend, ici, a aucune indication, c'est que je peux utiliser n'importe quoi, ou même rien du tout. Des fois, ça va être votre HP, des fois, ça va être des cartes précises, ça vous dit, mettons, un 6. Évidemment, plus que la carte est précise, souvent, plus elle est bonne, et plus elle est libre, un peu moins elle est bonne. C'est très variable, il y en a qui sont pas précises et très godlike, ça dépend de votre chance, quel que vous avez pogné, évidemment, dans vos runs. De temps en temps, vous allez croiser un marchand, parce que est-ce que ça serait un roguelike s'il n'y avait pas un marchand des fois que vous pouviez croiser pour acheter des choses? Celle-là, la différence, c'est qu'il vous permet d'acheter des équipements, donc qui vont aller se mettre du côté de vos level up, mais en échange, il vous coûte des habiletés dans votre deck. Donc, ici, ça vous dit, entre autres, si vous voulez l'armure qui va vous donner permanent plus 1 défense, mais vous devez sacrifier 3 habiletés de votre deck. Vraiment bon, surtout au début. Au début, vous avez des habiletés que vous allez jamais vous servir. C'est pas des bonnes habiletés. Votre deck est fait un peu tout croche. Donc, aussi bien prendre les équipements. Pour être honnête avec vous, toutefois, quand mon deck est super optimisé et fait exactement ce que je veux, c'est très rare que je vais venir discard des habiletés parce que j'ai veux ces habiletés-là. Je les ai choisies et mis volontairement dans mon deck. Ici, c'est le choix que je parlais. Donc, Restore récupère tous vos points de vie. Level Up vous fait level up. C'est important d'essayer d'arriver au boss le plus de vie possible. Comme on peut voir, les boss ont souvent des grosses stats d'attaque. Entre autres, il y a 7 d'attaque, 5 de défense. Sur cette carte, il y a des fortes probabilités qui vous fassent chier. Entre autres, puis j'ai 3 queens. Quand ça l'arrive, vous pouvez pas vous défendre de ça. Il y a presque aucune façon de vous défendre de ça. Donc, vous prenez le hit, vous pleurez, puis vous essayez de faire des choses dans votre deck qui vous aident à récupérer des HP parce que ces attaques sont inévitables. Lorsque vous terminez un chapitre, ça va vous donner des bonus de mana, dans le fond, pour level up plus vos characters selon le type de carte que vous avez utilisé. Donc ici, dans ma campagne, je vais utiliser un Tree of a Kind, ça me donne le bonus de Tree of a Kind. Si vous avez utilisé une flush, après ça, vous avez fait une suite, après ça, vous avez fait une full house, ben, chacun différent que vous avez utilisé va venir vous donner un bonus de mana supplémentaire. Après ça, vous avez un bonus supplémentaire, c'est la première fois que vous faites un chapitre. Et à la fin de tout ça, vous avez un ranking. Ce qui est le fun, ça vous permet d'augmenter votre ranking, essayer de le faire de toujours plus haut. Le premier que j'ai fait est un B, après ça c'était un A. Et par la suite, j'ai presque eu S constamment dans ma série. Ce qui est le fun à essayer d'accomplir. Évidemment, ça nécessite que je joue plus vite, je prenais moins de temps aussi pour réfléchir. C'était tough pour moi d'avoir un bon ranking alors que je laisse le temps dans mon vidéo d'1 heure, le monde, de lire les cartes. Mais quand même facile d'avoir un A, suffit de bien jouer et de réussir. Donc, je vous invite à essayer d'avoir vos meilleurs scores possibles et de me dire en commentaire si vous appréciez le jeu, si vous avez réussi à avoir des bonnes notes et évidemment, quelle est votre classe préférée à vous. Je vous rappelle, moi c'est la Huntress, mais j'ai hâte de savoir laquelle est le vôtre et quel combo vous aimez utiliser avec. Et pour terminer ce vidéo, le jeu était donc un 8.5, comme je disais au début, j'ai vraiment beaucoup apprécié dans la catégorie Indie, Roguelike, Deck Building. C'est vraiment un top de son genre en termes de divertissement, je suis capable d'y jouer constamment sans me tanner. Donc merci tout le monde d'avoir écouté et on se voit sur une prochaine analyse.